Le 10 novembre 1969, le détective Louis-Georges Dupont, 45 ans, était retrouvé mort dans sa voiture de service à Trois-Rivières. L'enquête du coroner conclut à un suicide. Au début des années 80, sa veuve et ses enfants soutiennent qu'il a été assassiné par d'autres policiers. Ils veulent la vérité. Mais pourquoi la famille ne croit pas au suicide? Pourquoi les autorités, encore aujourd'hui, parlent d'un suicide? Louis-Georges Dupont, 45 ans, marié, père de famille, mène une carrière dans la police de Trois-Rivières. Il est sergent détective, une fonction importante dans l'échelon de sa profession. Trois-Rivières, dans les années 60 à 70, était quasiment sous la main de groupes mafieux, originaires en partie de New York et du clan Cotroni de Montréal, qui est très présent. De plus, on soupçonne de graves problèmes de corruption dans la police. Le 12 août 1969, des auditions de la Commission de police du Québec vont débuter. Le but de cette commission est d'enquêter sur les activités du service de police de Trois-Rivières pour la période de janvier 67 à septembre 69. La commission se penche tout particulièrement sur les agissements du capitaine détective Georges Gagnon, du lieutenant-détective Jean-Marie Hubert et du sergent-détective Paul Dallaire et sur la prostitution à Trois-Rivières. Louis-Georges Dupont assiste tous les jours à la commission chargée de l'enquête. Il est en charge de vérifier les témoignages entendus pour le syndicat des policiers. Il a une tâche très importante dans cette commission. Le chroniqueur réputé Claude Poirier l'avait rencontré à l'époque à quelques reprises et Dupont lui avait avoué qu'il irait jusqu'au bout dans cette affaire. Il avait à cœur de nettoyer sa ville. Le 9 septembre, Dupont témoigne lui aussi devant la commission de police du Québec. Le 19 septembre, c'est la fin des auditions de la commission de police. Suite à cette commission d'enquête, le 29 décembre 1969, la commission de police recommande que le capitaine Georges Gagnon soit congédié, que le sergent-détective Paul Dallaire et le lieutenant-détective Jean-Marie Hubert soient destitués de leur poste. Le 10 novembre 1969, en matinée, vers 10h30, on découvre le cadavre du sergent-détective Louis-Georges Dupont dans son automobile de service à 160 mètres du boulevard Saint-Jean, à la limite de la ville de Trois-Rivières. Le policier avait disparu de son domicile le 5 novembre précédent. Une lettre d'adieu est retrouvée à ses côtés et on conclut rapidement au suicide. La famille demande à voir les rapports d'enquête et d'autopsie, mais on leur refuse l'accès. La mort du sergent-détective Dupont fait la une au Québec. Qu'est-il arrivé à ce policier incorruptible? S'est-il vraiment suicidé? Tout cela reste à éclaircir. Le docteur Raymond Letourneau, qui est consultant de la police municipale et de la prison de Trois-Rivières, témoigne le soir du 2 décembre 1969 qu'il aurait conseillé en octobre au détective Dupont de consulter un psychiatre. Le coroner Marcel Chartier va aller encore plus loin. Louis-Georges Dupont était dans un état dépressif très avancé. Pour un homme qui a une belle carrière au sein de la police, qui est détective, qui a la volonté de nettoyer sa ville, on peut dire que ces déclarations vont très loin. Mais que cache toute cette histoire? Louis-Georges Dupont est décrit comme un homme fier de son travail et fier de sa famille. Son intégrité ne fait aucun doute. Est-ce que son implication dans la recherche d'une justice a fini par le tuer?
Il apparaît évident que son témoignage a été important dans la commission d'enquête. Des gens ont été touchés. Un capitaine, Georges Gagnon, a été rétrogradé. Des gens destitués de leur poste. Les conséquences ont été fâcheuses pour Jean-Marie Hubert et Paul Dallaire, qui perdront leur travail le 20 janvier 1970. Le 4 novembre 1969, après un congé maladie, Louis-Georges Dupont se rend au travail, mais revient après 2 heures seulement à la maison. Il se fait intimider, on lui fait des menaces et on lui dit qu'il est un mouchard. Sa femme témoigne devant la commission Lacerte-Lamontagne en 1996 et elle affirme que son mari avait peur de Jean-Marie Hubert, que ses jours étaient comptés et il ne voulait plus que ses enfants se rendent en classe. Le carnet de notes de Dupont a été ramassé par Jean-Marie Hubert sur les lieux même de la découverte du corps de M. Dupont, et la famille n'a jamais pu mettre la main dessus. Les policiers ont recherché M. Dupont pendant 5 jours, partout dans la province, alors qu'il n'a été retrouvé qu'à quelques kilomètres du poste de police. On ne peut que se questionner quant au réel sérieux de ces recherches. Selon son témoignage, l'agent Marquis, qui a trouvé le corps de Dupont, avait reçu l'ordre d'aller contrôler la circulation sur le boulevard Saint-Jean et en même temps de jeter un coup d'œil dans les environs si par hasard il ne pourrait pas trouver Dupont. Et il trouva comme par hasard Louis-Georges Dupont. Dans un premier temps, il affirme avoir vu 2 traces différentes de pneus dans le chemin menant à la voiture de Dupont. Par la suite, il revient sur son témoignage et n'en voit plus qu'une. Le corps de Dupont est en rigidité cadavérique, laquelle survient de 4 à 6 heures après la mort. Sachant que la disparition remontait à 5 jours, on peut constater que la mort était récente. On a sorti le corps de Dupont de la voiture avec difficulté et il a fallu forcer le cadavre pour qu'il soit en position couchée sur la civière. D'où la question, où était-il tout ce temps? Les policiers ont tout de suite conclu qu'il s'agissait d'un suicide. Aucune mesure de protection de la scène n'a été prise. Tout et chacun ont piétiné l'endroit. On retrouve une lettre de suicide et une arme 38 bien placée dans la voiture. Dans le rapport, le lendemain de la découverte, on annonce que nous avons constaté que le sergent Dupont était mort d'une balle de calibre 38 reçue en plein cœur, mais du même souffle, quelques lignes plus loin. On apprend que l'autopsie, seule à pouvoir faire ce constat, n'a toujours pas eu lieu. Les policiers ont tout de suite affirmé à la famille que Louis-Georges Dupont s'était suicidé. L'autopsie n'a pas eu lieu encore et tout semble déjà plié. On ne se questionne pas sur une autre avenue comme le meurtre. Le jour suivant, Jacques Dupont, le fils de M. Dupont, va aller identifier le corps et ça le hantera toute sa vie. Il a vu qu'il avait le nez cassé et les cheveux blancs, ce qui n'était pas le cas 5 jours auparavant. On ne l'a laissé que 20 secondes pour regarder le corps et immédiatement, avec fermeté, on lui dit « Ton père s'est suicidé ». Aucune tache de sang n'est observée sur la banquette du véhicule. Par ailleurs, aucune expertise de la banquette n'est demandée. Ça peut laisser supposer que l'agent Dupont n'a pas été tué dans sa voiture, mais ailleurs. Les traces de pneus de la voiture sont visibles alors qu'il a plu les jours précédents. Le soir même du décès de M. Dupont, le thanatologue apporte les vêtements à la famille et la famille ne reconnaît pas les vêtements. Ce sont de vieux vêtements.
Le matin de sa disparition, il portait une habit grise qui n'a jamais été retrouvée. Un jour seulement après la découverte du corps, le chef intérimaire Roland Poitras, sans la moindre enquête ni expertise, parle de la thèse du suicide, en mentionnant que M. Dupont a récemment consulté 2 médecins suite à une grande fatigue nerveuse et au surmenage. Il faut ici se questionner ce qui a causé les problèmes mentaux de M. Dupont. Quelques semaines avant son décès, Dupont rencontre le journaliste Claude Poirier. Il avoue à Poirier qu'il craint pour sa vie et sa famille. Il regarde toujours autour de lui et est très nerveux. Il dit à Poirier qu'il a regardé des dossiers qui ne feront pas l'affaire du service de police. Il a peur, mais il veut aller au bout. Il veut nettoyer la ville. Selon des documents fournis par ses fils, Louis-Georges Dupont, dès le début de 1969, a collaboré à une pré-enquête en vue de la formation de la commission de police du Québec. Dupont est identifié comme un agent à part. On se réfère à lui. Le juge Guy Lebrun et l'avocat pour la ville, maître Méthode, avaient même dit que Dupont était leur homme de confiance. Son fils a un dossier de son père intitulé « Le conseiller Vallière contre les détectives de Trois-Rivières ». Il ne faut pas oublier que le conseiller Vallière s'est élevé contre les ripoux de la ville et qu'il avait subi une forte intimidation, vandalisme sur sa maison, coups de feu et des menaces. Mais les faits troublants ne s'arrêtent pas là. Pourquoi M. Dupont a-t-il témoigné à huis clos le 9 septembre et le 17 septembre 1969? Selon des documents de la Sûreté du Québec, Dupont a témoigné à huis clos pendant 4 heures devant la commission. Suite au décès de M. Dupont, pourquoi la commission de police du Québec a-t-elle laissé l'enquête être faite par Jean-Marie Hubert et Georges Gagnon, qui sont visés par la commission? Pourquoi ne pas l'avoir confié à la Sûreté du Québec, qui est un autre corps de police indépendant? Pourquoi la commission de police a-t-elle ordonné la destruction en 1977 de tous les témoignages de sa propre enquête d'août à septembre 1969? Le policier Denis Leclerc a affirmé en 1982 à la commission de police du Québec que M. Dupont avait été assassiné en 1969. Une nouvelle commission Lacerte-Lamontagne en 1996 n'a pas questionné le policier Denis Leclerc. Pourquoi la commission de police du Québec en 1982 n'a-t-elle pas enquêté à fond sur les dires de Denis Leclerc et donné suite du même coup à la demande de la famille Dupont à ce sujet? En 1987, nous assistons à de nouveaux rebondissements à l'affaire. Les fils Dupont rencontrent le pathologiste Hood, qui avait fait l'autopsie de leur père. Hood leur montre 4 photos inédites de l'autopsie avec l'entrée et la sortie de la balle, et il leur apparaît qu'une entrée par le dos est fort possible, ce que le pathologiste ne conteste pas. À partir de là, les 2 frères ne lâcheront plus le morceau. Il faut vérifier avec des spécialistes cette nouvelle piste. Par la suite, avec ces photos, ils vont avoir une audition devant le juge Julien, qui, devant tout le dossier amassé, va ordonner une commission d'enquête en 1996, la commission Lacerte-Lamontagne. La commission va exhumer le corps et on va assister à une bataille d'experts. Le docteur Baden, engagé par la commission, et le docteur Rowe, engagé par la famille Dupont. Baden maintient que le tir est par devant et qu'il y a une perforation au sternum. Rowe
quant à lui, maintient que la perforation du sternum peut être congénitale, que le trou n'a pas la grosseur de la balle calibre 38 et qu'il n'y a aucune trace de plomb, et que l'entrée est par le dos. Mais rien n'y fait. La commission va trancher en faveur de Baden, qui est appuyé par Cathy Reich. À la fin, la commission maintient la thèse du suicide au grand désarroi de la famille. La commission ne retient pas le témoignage de la famille et de Claude Poirier, qui affirmait que Dupont était menacé, sous forte pression, ce qui expliquerait son état mental. Au début des années 2000, Jean-Pierre Corbin entre en contact avec les frères Dupont, qui depuis 1996 avaient lâché prise après l'échec de la commission Lacerte. Corbin était barman vers la fin des années 60 et il a travaillé dans les établissements à l'époque qui étaient fréquentés par les policiers. De son propre aveu, c'étaient ses amis. Il affirme qu'en 1992, Lawrence Buckley, un des policiers visés par la commission de police du Québec en 1969, voulait soulager sa conscience et lui aurait raconté ce qui est arrivé à Louis-Georges Dupont. Le matin du 5 novembre, on l'aurait attiré dans la cabane à Bois-Clair, un chalet très isolé en dehors des limites de la ville. On aurait séquestré Dupont durant 5 jours. Dupont aurait tenté de se sauver. On l'aurait rattrapé et il aurait abîmé son habit de travail. On aurait remplacé son habit par un autre habillement très différent, ce qui confirme la famille qui n'a jamais reconnu les vêtements que le pathologiste leur avait amenés à la maison. Finalement, Buckley aurait dit à Corbin que c'était Jean-Marie Hubert qui aurait exécuté Dupont. On aurait ensuite fait une mise en scène dans la clairière où Dupont a été retrouvé. C'est une grosse affirmation qui ne tient qu'à Jean-Pierre Corbin. Mais les frères Dupont reprennent espoir et Corbin en parle maintenant parce que les personnes impliquées sont décédées. Le véhicule de service de Dupont le matin du 5 novembre jusqu'à cette découverte le 10 novembre indique 92 km de parcouru. Les frères Dupont, Corbin et un journaliste font une simulation. Départ du poste de police vers le lieu présumé du chalet, la cabane à Bois-Clair. Ensuite, on s'amène à la clairière où le corps a été découvert et ça nous donnait 85 km. La thèse semble très intéressante, mais il manque des preuves. Selon l'autopsie, il n'y a que 2 trous dans le corps de Dupont, un à l'avant sur le thorax et un deuxième dans le bas du dos. Denis Martin, photographe judiciaire de la police, était sur les lieux. Il dit qu'il a remarqué comme une brûlure de cigarette à l'épaule gauche de Dupont. Il était à moins d'1,50 m. Le thanatologue confirme qu'il a vu aussi ce trou lors de l'embaumement. Aucune mention lors de l'autopsie de ce trou à l'épaule et une photo prise par Denis Martin n'est pas très claire pour démontrer ses affirmations. La famille va engager un photographe professionnel, Robert Sauvageau, pour tenter d'améliorer la résolution de la photo. Par la suite, la Sûreté du Québec va ouvrir une nouvelle enquête en 2010 pour la deuxième balle et les affirmations de Jean-Pierre Corbin. Jean-Pierre Corbin va affirmer que la Sûreté du Québec a été très froide avec lui. Lui ont dit un bon matin de les suivre au commissariat pour un interrogatoire qui n'avait rien d'amical. Donc, beaucoup de pression sur Corbin, qui ne verra plus jamais dans cette histoire. Selon lui, on a assassiné Dupont et c'est Hubert qui l'a tué. Par la suite, ce fut la même chose avec Robert Sauvageau. On a mis en doute sa technique pour améliorer la photo, mais Sauvageau a été validé par le photographe de la police.
Donc, sa technique ne pouvait être mise en doute. Par contre, devant l'absence des négatifs de la photo, il avoue être limité dans la possibilité d'améliorer la résolution de la photo. Sauvageau, tout comme Corbin, a eu de la pression de la police qui était loin d'être amicale une fois de plus. Les conclusions arrivent en novembre 2011 et la Sûreté du Québec est catégorique. Dupont s'est suicidé. Il était en dépression nerveuse. Le tir venait de l'avant et le témoignage de Corbin et Sauvageau ne peuvent être corroborés. Et une surprise attend les frères Jacques et Robert Dupont. On leur refuse le rapport de l'enquête. On les nargue. On leur dit qu'ils n'ont qu'à faire la demande à l'accès à l'information, qu'ils sont de supposés experts dans le domaine et qu'ils ont fait travailler la police dans une enquête bidon avec une fausse représentation et qu'ils vont demander au directeur des poursuites pénales et criminelles de les poursuivre. Une grosse dispute s'en est suivie et les frères Dupont leur ont dit de les arrêter, qu'on verrait bien qui aura le dernier mot. Et effectivement, la Sûreté du Québec a porté plainte au DPCP. Il demandait de poursuivre les deux frères pour fabrication de preuves, méfaits publics et entrave à la justice. Le directeur des poursuites n'a jamais poursuivi les frères qui n'avaient rien à se reprocher. Mais cette intimidation ne prouvait qu'une chose. La police en avait marre des Dupont et on les a intimidés pour les faire lâcher prise. 50 ans après les faits, en 2019, un possible témoin important du meurtre du policier confie qu'on lui aurait demandé de faire disparaître un trou de balle dans la voiture de la victime. L'homme en question, qui se dévoile au journal Le Soleil, soutient que la journée du meurtre, le 10 novembre 1969, on lui aurait demandé de réparer un trou de balle dans un banc du véhicule. Il semble que l'opération demandée était très pressante et provenait d'un autre policier, Jean-Marie Hubert. Le témoin se nomme Claude. Il a répondu qu'il n'avait pas le temps cet après-midi-là, mais le policier Hubert s'est fait très insistant. Il fallait réparer ce trou absolument. Ce témoin, qui ne s'est jamais exprimé jusqu'à présent, affirme ne pas avoir fait le lien entre la disparition de Louis-Georges Dupont quelques jours plus tôt et la tâche qu'on lui demandait à ce moment-là. Il faut dire qu'il réparait souvent des voitures de police. Malgré ce témoignage, plusieurs questions demeurent. Pour ce qui est du rapport d'enquête, le constable Georges Marquis explique la découverte de M. Dupont dans l'auto de service de la police à la limite de la ville de Trois-Rivières sur le boulevard Saint-Jean vers 10h30. 1000 pieds dans le sentier, je vis l'auto de la sûreté que l'on recherchait. Je ne touchais à rien et j'ai demandé au capitaine détective Georges Gagnon et l'assistant directeur Poitras de me rejoindre à cet endroit, ainsi que le sergent détective Clément Massicotte. Le sergent détective Clément Massicotte fit un rapport. Vers 10h30, le 10 novembre 1969, le constable Marquis nous conduisit par un petit chemin jusqu'à la voiture du sergent détective Louis-Georges Dupont. Le capitaine Georges Gagnon m'a remis le revolver du sergent détective Dupont. Le sergent Massicotte l'a déposé dans la valise de sa voiture en prenant soin de ne pas effacer les empreintes. Massicotte sera ensuite vers 13h30 à l'Institut de médecine légale de Montréal avec le corps de Louis-Georges Dupont pour fin d'autopsie. Pendant l'autopsie, il se rend à la section des empreintes avec l'arme de Dupont, un col 38, et on ne relève aucune empreinte sur l'arme.
Le docteur Jean Hould lui affirme ne pas avoir trouvé la balle parce qu'elle avait traversé le corps. Celle-ci a pénétré dans la poitrine, traversé le cœur pour ressortir dans le dos. Si Louis-Georges Dupont est au fait de toutes les magouilles et des pots de vin concernant les autres enquêteurs de son unité et qu'il n'est pas solidaire, il est certain qu'il va vivre des moments douloureux. Louis-Georges Dupont témoigne aux travaux de la commission. Selon ce qui nous a été rapporté, le sergent détective se tient debout. Il est solide durant son témoignage. Les policiers corrompus sont en furie. Ils jurent que quelqu'un va payer. On note ici que le conseiller Vallière est solidaire de Dupont et qu'il a subi de l'intimidation, des menaces et pétards à proximité du domicile. Dupont, lui, les policiers corrompus connaissent bien Louis-Georges Dupont. Il est fragile mentalement depuis un certain temps. Alors, ils vont exploiter cette faille. Dupont témoigne devant la commission en ne défendant pas ses camarades. Les policiers corrompus sont nerveux et le risque de se faire destituer leur met une énorme pression. Donc, on insulte Dupont, on menace de lui casser la gueule, avec le résultat qu'on va intimider et menacer Dupont au travail. Les consultations médicales de M. Dupont auprès des docteurs Caron et Letourneau ont permis de diagnostiquer un état dépressif modéré. Donc, M. Dupont était sous pression, mais rien d'insurmontable. Joanne Dupont, la fille de M. Dupont, était très proche de son père. Chaque matin, il allait reconduire sa fille à l'école. Il discutait toujours avec elle. Et la journée de sa disparition, le 5 novembre, il lui a dit « Sois prudente, ça peut être dangereux pour toi. Je reviens te chercher à la fin des classes. » Il n'est jamais revenu. Les fils de Louis-Georges Dupont n'ont jamais lâché prise. Ils croient que leur père a été assassiné. À ce jour, 4 commissions d'enquête et on revient toujours à la thèse du suicide, malgré des zones d'ombre importantes dans le dossier.